Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Salut à tous, bienvenue, Smart Stratégie, Gus van Richeversel. Bonjour Gus, le patron fondateur de Circle Stratégie et cette émission, rappelons-le Gus, qui est une émission, comme son nom l'indique, tout à fait, de stratégie et de décodage de la stratégie d'une entreprise. Ou en l'occurrence là d'une marque. Raconte-nous un peu. Exactement. Raconte-nous qui est notre invité et pourquoi est-ce qu'il t'intéresse. Alors, patron d'Yves Rocher, Yves Rocher qui fait partie, comme Stéphane le disait, d'un groupe, on en parlera tout à l'heure. Il y a plein de sujets qu'on a envie d'aborder. L'intégration de ton groupe, les nouvelles RTM, le nouveau business. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'adresser. Je sens que Stéphane va me couper en disant « Mais non, tu peux pas commencer comme ça ». Mais pourquoi ? Non, moi aussi, ça va. Alors, la première question que j'ai envie de te poser... Attends, t'as dit RTS, c'est quoi RTS ? RTM. On en a déjà parlé, un route to market. Ah oui, c'est ça, road to market, voilà. RTM. Les nouvelles routes to market, t'as un... Régie des transports marseillais aussi, mais... Voilà. On peut, mais c'est moi son business. Mais j'ai lu beaucoup de trucs chez toi, la digitalisation chez Yves Rocher, vous avez fait un pas en avant par rapport aux autres qui était assez bien vu avant le Covid. Est-ce que de ce truc-là, aujourd'hui, tu te rends compte que t'as énormément gagné mais alors, pardon Gus, mais effectivement, on ne va pas commencer comme ça. Non, il faut d'abord qu'il... Mais tu vois, c'est pour ça que c'est toi le journaliste. C'est pas moi. Chacun son rôle. Yves Rocher, la marque Yves Rocher, dans le groupe. Alors, c'est le groupe Rocher ou le groupe Yves Rocher, d'ailleurs ? C'est le groupe Rocher. C'est le groupe Rocher, voilà. Groupe Rocher. Que représente la marque Yves Rocher aujourd'hui ? Et en gros, quels sont tes grands canaux de vente ? Et puis ensuite, effectivement, on ira sur la question de gaz. Ouais, donc d'abord, merci pour l'invitation. Donc, le groupe Rocher, c'est 2,6 milliards. Aujourd'hui, dans le monde, la marque Yves Rocher, retenez, c'est la moitié. C'est la moitié, une centaine de pays pour la présence géographique, 2 grands métiers de distribution, le retail, avec 3000 boutiques à peu près dans le monde, et puis le digital au sens large, et on pourra peut-être revenir dessus par rapport à ta remarque sur les nouvelles routes. Le digital qui aujourd'hui représente un gros quart, un peu plus d'un quart, avec du e-commerce, du social selling, et puis le métier historique dans lequel est née la marque Yves Rocher, qui est la vente par correspondance, et qui est toujours là, parce qu'on a des clients très très fidèles dans ce canal, et dont on pilote la décroissance depuis un certain nombre d'années. Mais c'est quoi la différence entre vente par correspondance et e-commerce ? Alors, e-commerce, média, digital, vente par correspondance, média, papier. J'écris à mes clientes tous les mois, à mes encore 6 millions de clientes en vente par correspondance. Et Stéphane, recevoir aujourd'hui un courrier dans sa boîte aux lettres, ça a de la valeur, quand il est personnalisé. Mais il n'est pas personnalisé pour 6 millions de clientes. Il est personnalisé. Petite blague qui circule sur les réseaux. C'est ma chère Yvonne. Absolument. Petite blague qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a 2 personnes qui n'oublient jamais mon anniversaire. Ma mère et Yves Rocher. Incroyable. C'est génial ça. Et ça, c'est historique. C'est-à-dire que ça... Il y avait 2 grandes convictions chez Monsieur Rocher. La nature, de par son expérience personnelle. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Parce que voilà, au centre de la Bretagne, il a vécu des expériences très intenses, très jeunes, qui lui ont fait sentir l'importance de vivre avec la nature et pas contre, et de la respecter. Et puis la cliente au cœur. Et du coup, cette vente par correspondance aujourd'hui, ça représente quoi ? Ça représente un peu moins de 20% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Ça décline parce que, bien entendu, c'est le média digital avec donc les jeunes générations. Donc ça fait quand même 200-300 millions d'euros. Absolument. C'est génial. Absolument. Et ça, comme route to market, tu vois. Ça, c'est complètement dingue, quoi. Et donc, mais alors, tu lui écris quoi ? Je lui écris des histoires de marque. Donc, mais ça veut dire, tu lui pousses des produits ? Donc, en fait, il y a 2 types de ventes par correspondance. La première, c'est ce qu'on appelait les grands cataloguistes, où il y avait une fois par an, type La Redoute, un catalogue exhaustif. Et nous, on a une approche un petit peu différente, c'est qu'en fait, on événementialise cette vente par correspondance. Et donc, toutes les 3-4 semaines, il y a une thématique. Et autour de cette thématique, on va venir développer des contenus, des offres produits et des offres promotionnelles et commerciales, bien sûr, pour la récompenser de sa fidélité. Et c'est rentable ? Si je le garde, c'est que c'est si tu vends 200-300 millions, ça va, il y a moins d'envoyer des lettres avec ça.
Non, oui. Il ramène la stratégie à son juste niveau, hein, avec des phrases comme ça. Oui, mais enfin, ça mange ta rentabilité quand même. Enfin, il faut les écrire, les lettres personnalisées. 6 millions de personnes. Ça nourrit ma rentabilité. Ça nourrit la rentabilité. Ça nourrit ma rentabilité. Aujourd'hui, pour être très clair, la vente par correspondance n'est plus un canal offensif de croissance. Donc, on ne fait plus de recrutement de nouvelles clientes. Par contre, les clientes fidèles, elles, et qui restent très attachées encore une fois à ce média, c'est des choses qu'on enquête, on fait des études de perception régulièrement, nous génèrent une belle profitabilité qui est réinvestie dans de nouvelles routes to market. Et on va terminer là-dessus, ce sont des produits différents, digital et les mêmes. Les mêmes. Et ils sont vendus au même prix. Ouais. Voilà. Et les bonnes pratiques que tu chopes là-dessus, parce qu'elles doivent être... Cette personnalisation, ce lien consommateur, il est hyper fort. Est-ce que c'est des choses que tu arrives à ramener dans le digital? Parce que forcément, il y a quand même une relation client que tu devrais essayer de ramener vers... Ouais, c'est toute l'idée de la transformation un peu dans la constante. C'est-à-dire qu'on est né dans la vente par correspondance. Donc finalement, on est né dans une forme de commerce où la relation se faisait à distance. C'est ça. Donc très très vite, à l'époque, on ne savait pas que ça allait s'appeler le CRM, mais on s'est mis à faire du CRM. Et oui, bien sûr. Donc on a commencé à transposer ça derrière sur nos programmes de fidélité retail. Et puis ensuite, quand le digital est apparu, on a transposé ces techniques-là sur ce qu'on appelle le e-CRM. Alors juste, je dis d'un mot CRM, on est vraiment sur la ligne de crête. Est-ce que tout le monde sait? Est-ce que tout le monde ne sait pas? Customer Relation Management. Donc voilà, c'est la relation client. Et quand tu vois une autre boîte française qui est née sur la vente par correspondance et qui est super bonne en digital, c'est La Redoute aussi. Absolument. La Redoute et puis les Trois Suisses. Les Trois Suisses a été racheté par Karine Schrenzel, qui est l'une sans doute des plus spectaculaires entrepreneuses de... Tiens, faudrait qu'on la fasse venir. Oui, c'est vrai. L'une des plus spectaculaires entrepreneuses. Il y a des vrais savoir-faire communs. Oui, complètement. Après, bien sûr, le média n'est pas le même. Oui, non, c'est évident. Et du coup, ce pas en avant, est-ce que l'avance que vous avez dans le digital, tu crois qu'elle est née justement de cette relation avec le client que tu avais à la base et que tu dis, il faut que je la modernise? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a une avance globale sur le digital. Par contre, ça nous a donné effectivement très tôt une très bonne capacité à fidéliser sur le digital. Digital, je dirais le grand avantage du digital, c'est que c'est un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a plus de murs, il n'y a plus de frontières. Tout le monde est à un clic de chez toi. Par contre, la difficulté sur le digital, c'est que tu es aussi à un clic de la concurrence. Exactement. Et donc, c'est retenir, fidéliser, faire revenir. Là-dessus, on a tout de suite été très bon. Là où il faut qu'on soigne un petit peu, c'est sur ce qu'on appelle le haut de funnel ou le début de la route to market. Ouais. C'est-à-dire faire savoir qui on est, faire connaître ce qu'on fait, faire connaître nos produits. Et donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Google, le lien sponsorisé. Voilà, ça, c'est aujourd'hui tous ces nouveaux médias, tous ces nouveaux comportements consommateurs depuis de l'influence, en passant par des communautés de réseaux sociaux, par des partenariats, par le physique aussi, parce que le magasin, quand il est ouvert, ça reste quand même encore aujourd'hui le premier lieu de recrutement. Non, ça c'est sûr, mais comme pour tout, quand tu as envie de te faire connaître, il y a quand même tu dois raconter une histoire Absolument. Qui est très forte et très légitime. Toute l'aspect CSR, très clairement, vous êtes dessus, et il y a un historique qui est là. Comment est-ce qu'on arrive à garder une légitimité sur cette histoire-là? Parce que toutes les startups qui sortent, etc., elles viennent te faire du make-up avec la terre du voisin. Et comment est-ce que toi, en tant que grand groupe, tu vas continuer à dire cette histoire-là, elle m'appartient, sans faire du greenwashing, quoi? Non, mais le truc, je crois qu'on peut le dire d'un mot pour effectivement bien préciser la question de Gus. Il n'y a plus de barrière à l'entrée dans la cosmétique. Voilà, c'est ça le point important. Et donc, effectivement, à ce moment-là, comment est-ce que toi, Alors, la question, c'est celle qui nous anime tous les jours. Maintenant, nous, je dirais qu'on a une énorme chance, et il faut en avoir conscience et la faire connaître, c'est que ça fait 60 ans qu'on fait ce qui est à la mode aujourd'hui. Ça fait 60 ans qu'on fait de la cosmétique naturelle. Ça fait 60 ans qu'on fait de la RSE avant même de savoir que ça s'appelait RSE. Ouais. Parce que dès le départ, notre patron fondateur s'est dit « La nature m'a fait du bien à moi personnellement. Donc cette nature, je vais travailler avec, mais en la respectant et en la protégeant. » Et donc, dès le départ, des sujets comme l'éco-conception, comme la préservation de la biodiversité, c'est des sujets qu'on a intégrés, mais encore une fois, sans même savoir que c'était de la RSE, qu'on a intégrés dans l'ADN du business model et de la culture d'entreprise. Okay.
Par contre, vous êtes entreprise à mission aujourd'hui. Voilà, j'allais y venir. Ça, c'est un truc que tu ne connais pas, toi. Les Belges. Ouais. Non, mais on vous a épargné ça. Voilà, c'est un truc, c'est franco-français, mais ça permet d'avoir un label sympathique. Oui, mais ça s'appelle entreprise à mission Compliqué à en gérer France. quand même. Hein. Oui, ça s'appelle entreprise à mission en France, ça s'appelle Società Benefita en Italie, ça s'appelle B Corp c'est une autre approche aux États-Unis, mais ça répond quand même à un mouvement d'ensemble qui consiste à dire que une entreprise aujourd'hui, elle n'est plus là uniquement pour de la performance économique. C'est indispensable, créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Par contre, aujourd'hui, ce que les jeunes générations attendent, ce que les citoyens et les consommateurs attendent, c'est qu'elles concilient performance économique et prise en compte du bien commun. Nous, quelque part, avec cette... et on a été la première entreprise à adopter, c'est une décision que Brice Rocher a prise, à adopter ce statut d'entreprise à mission qui oblige, mais quelque part, on a régularisé notre situation. Parce que finalement, ce qu'exige une entreprise à mission, c'est des choses qu'on faisait par nature. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas eu d'obligation supplémentaire. Parce que c'est compliqué, on ne va pas parler de ça, mais juste d'un mot en termes de gouvernance. Il vous faut, par exemple, j'ai appris ça récemment, un comité de mission. Absolument. Qui est à côté du conseil d'administration. Enfin, on ne l'inscrit pas à la légère. Voilà. Non. Entreprise à mission, ce n'est pas un truc dans lequel on peut se lancer à la légère. Pas à la légère. D'abord, on l'inscrit dans les statuts et ensuite, quelque part, on prend des engagements. Voilà. Et pourquoi on a fait ça ? On a notamment fait ça parce que la concurrence arrive. La concurrence arrive sur le naturel, la concurrence arrive sur la RSE. Donc comment on fait pour garder cette singularité, cette longueur d'avance ? Eh ben, on s'auto-challenge. Et on s'auto-challenge en disant, OK, on va se mettre entreprise à mission. Dans le cadre de l'entreprise à mission, c'est du coup fixer l'objectif de certifier B Corp l'intégralité du groupe, pas uniquement marque par marque, l'intégralité du groupe. Et entreprise à mission comme B Corp, c'est des objectifs précis, de la mesure, des tiers externes qui viennent certifier tous les 3 ans que tu as bien fait ce que tu avais dit. Et sur toute la supply ? Et sur toute la supply. Et ça t'arrive sur toute la supply, puisque nous sommes fabricants-distributeurs. C'est-à-dire que des champs en culture bio à l'Agassi jusqu'à la peau de mes consommatrices, moi, j'ai pas d'intermédiaire. C'est ça. J'ai pas d'intermédiaire. Aucun intermédiaire. Tout est à toi. Pour l'ensemble de la production de... Donc venez, et cet écosystème aujourd'hui, venez le visiter à l'Agassi. Moi, je vous y invite. Donc l'Agassi, c'est en Bretagne, c'est ça ? L'Agassi, c'est au cœur de la Bretagne, Morbihan. Je vous y invite. Vous allez y trouver des dingues, des fous passionnés en botanique, avec un jardin de conservation qui est en connexion avec des jardins partout dans le monde. 55 hectares en agriculture. Tu as suffisamment de matières premières pour les 6 millions, voire plus. Enfin, les 30 millions de clients. Les 30 millions de clients. 30 millions de clients au global. Alors, je n'ai pas dit que 100% des ingrédients qui rentrent dans mes produits sont cultivés à l'Agassi. D'accord. Mais tout ce qui est, je dirais, toutes nos grandes plantes emblématiques qui font partie des actifs de nos formules sont en agriculture bio et même je dirais, raisonnée, c'est-à-dire on fonctionne avec le cycle des espèces végétales dans nos champs, à l'Agassi, avec 55 hectares. Et à côté, il y a nos usines, et à côté, il y a nos entrepôts, et puis derrière, nos magasins. Et l'entreprise à mission pour une boîte comme toi, c'est beaucoup plus simple à supporter qu'une boîte comme Danone, par exemple, qui est venue se mettre ça par la suite. Et du coup, il y a une mission, mais de l'autre côté, j'ai des actionnaires où c'est en train de tirer le truc entre les deux. Toi, les gens qui sont avec toi depuis le départ, ils savent ce que tu fais. Quoi. Notre première chance, ce sont nos actionnaires. Familial, hein. Notre première chance, ce sont nos actionnaires. C'est monsieur Yves Rocher d'abord, c'est Brice Rocher aujourd'hui. C'est une famille qui croit, mais qui supporte le truc-là, etc. Qui non seulement supporte, mais qui est moteur, voire nous challenge bien, tous les jours. Ouais, c'est clair. Et donc le business, la RSE a prouvé son business model, quoi, chez toi. C'est-à-dire que c'est. Alors non, mais justement, c'est la question. Parce que est-ce que ça coûte plus cher ? Parfois, oui. Oui, mais plus cher, ça c'est pas grave. Et le client, j'en sais rien, moi, si c'est pas grave, c'est le client qui dit si c'est pas grave. Oui, mais c'est ça, mais tant que tu arrives à engranger, à garder une place sur le marché et que les gens viennent pour ça, à ce moment-là, tu prouves un business model. Peut-être qu'il est moins rentable, mais je dirais qu'aujourd'hui, dans les boîtes, c'est pour ça qu'on est payé, en fait. On est payé pour concilier d'abord le consommateur, ses attentes, parce que si on faisait de la RSE et qu'on s'affiche plus responsable, mais que le consommateur n'en a rien à fiche, ça n'a aucune chance de fonctionner, de délivrer un business model économiquement qui tient la route. Donc d'abord, bien comprendre et aller dans le sens du consommateur, et puis concilier une équation économique avec son positionnement, parce que voilà, on peut vendre plus ou moins cher. Et c'est vrai que chez Yves Rocher, on a une équation qui est assez sympathique,
c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas tous les jours, c'est qu'il faut faire du naturel, de qualité, éco-conçu, accessible pour tous. J'aime bien le « on ne s'ennuie pas tous les jours ». Avec un actionnaire qui nous dit, les gars, je vous suis, je vous pousse, j'y crois. Mais bien entendu, si on veut rester dans la course dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il faut qu'on soit profitable. Alors, je te challenge un petit peu parce que, ok, le début de ta chaîne, c'est super bio, c'est top, etc. Après, il y a le reste, là, le packaging qui vient quand même être le gros de la crasse des produits. Qu'est-ce que vous en faites quoi là-dessus? Alors, on appelle ça les compteurs à dégâts. Et tu as tout à fait raison. Hein, dans nos types d'industrie, aujourd'hui, c'est le packaging. Et dans le packaging, c'est le sujet du plastique. Hein, complètement. Un produit de grande consommation, bien entendu. Là aussi, toutes les solutions, on les a pas. Aujourd'hui, ce qu'on cherche chez Yves Rocher, et c'est vraiment un des moteurs, c'est systématiquement d'être précurseur, c'est-à-dire de devancer le cadre légal. Par exemple, il y a une directive européenne qui, en 2025, va imposer à toutes les entreprises de grande consommation d'intégrer au moins 30% de plastique recyclé dans ses packaging. Moi, en octobre dernier, donc il y a 6 mois, j'ai pris une décision un petit peu coûteuse pour l'entreprise, mais parce que les équipes techniques sont venues me voir là, pendant le confinement en me disant « Guy, ça y est, c'est bon, on a les sources, on a audité, ça coûte un tout petit peu plus cher, mais est-ce qu'on y va ?» On a basculé 100% de nos flacons en 100% plastique recyclé et recyclable. C'est 135 millions d'unités par an. Yves Rocher, c'est le numéro 1 de la beauté en France. Donc c'est-à-dire que quand nous, on prend une décision comme celle-là, on fait bouger l'industrie. Et tous les autres suivent derrière. Comment ça, numéro 1? C'est L'Oréal, le numéro 1, non, quand même? En France, la part de marché d'Yves Rocher est supérieure à celle de L'Oréal? Absolument. J'adore L'Oréal, mais ils font un travail fantastique. Maintenant, en France, on a le leadership. Et on le défend tous les jours. Ce qui montre d'ailleurs, on le dit, mais juste le glisser d'un mot, que ce marché est ultra éclaté. Ouais. C'est ça. Alors L'Oréal, quand même leader mondial, mais je crois que c'est 12-13% de part de marché à l'échelle mondiale. Hein, voilà, c'est ça. Donc vraiment, marché ultra éclaté. Tu le disais, pas de barrière à l'entrée. Hein. Pas de barrière à l'entrée. Ouais. Et tiens, avec toute cette, non seulement toute la crise qu'on connaît maintenant et tout et le positionnement que tu as, est-ce que tu te dis qu'il y a des nouveaux écosystèmes de portfolio que tu veux essayer de développer? C'est-à-dire que, en gros, tu vas dire, en fait, le soin super clean pour la maison, en fait, il y a un truc à essayer de développer, je vais essayer de développer autre chose. C'est-à-dire essayer de trouver des nouveaux écosystèmes sur lesquels c'est une question très intéressante, parce qu'effectivement, pendant cette crise, après, toute la question, c'est en quoi elle est conjoncturelle et en quoi elle devient structurelle. Il y a forcément des éléments de conjoncture qui vont devenir structurels, mais il y a un recentrage sur tout ce qui est bien-être et intérieur. Donc, ça tombe bien parce que c'est quand même un des territoires, hein, le bien-être, c'est-à-dire le soin de la peau, le soin du cheveu, sur lequel on était déjà, mais qui devient aujourd'hui complètement stratégique et qu'on va chercher à élargir dans le futur, sans rentrer trop dans les détails, mais effectivement sur une approche de la beauté qui soit plus holistique. C'est ça. La beauté, c'est aussi bien ce que je me mets sur la peau, que le sport que je peux faire, que la nourriture que j'ingère tous les jours, que la manière dont aussi j'arrange et j'accommode mon intérieur. Donc tout ce qui tourne autour du bien-être est vraiment quelque chose qui est une tendance profonde qui est en train de... Guy, il faut nous en dire plus, là. Voilà. Il faut nous en dire plus. Qu'est-ce que produits de beauté, alors quoi, vous allez aller vers dans quelle direction? Sur l'alimentation? On va prendre un exemple, par exemple, entre beauté et compléments alimentaires ou infusion. Voilà, il y a des frontières aujourd'hui qui se floutent. Et en fait, le consommateur, ce qu'il a envie, c'est d'une approche globale. Il n'a plus envie simplement de venir explorer des expériences produites par... Et c'est la force des portfolios. Il y a des marques qui sont très fortes là-dessus. C'est-à-dire que quand tu as un écosystème de produits, c'est chacun des produits qui se tirent l'un l'autre. Et que tu n'essayes pas juste de satisfaire le consommateur avec un produit qui dit « Ah ben tiens, j'ai envie de ceci, puis tiens, j'ai envie de cela ». Tu essaies de construire des écosystèmes qui font que c'est logique pour le consommateur, en fait. Exactement. De passer de l'un à l'autre. Passer de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, on répond aux mêmes besoins profonds, aux mêmes insights. Hein. La notion de légitimité. Voilà, c'est vrai que l'alimentation paraît évident. Évidemment. Ça c'est effectivement... Compléments alimentaires, des choses comme ça. Là. Absolument. Et du coup, dans la période qu'on a là maintenant, le M&A, on y réfléchit parce qu'il y a jamais eu autant de M&A cette année-ci. Du coup, ça va continuer. Là, je vais remonter d'un cran. Je vais prendre ma casquette de DGA Groupe Rocher et pas de DG Yves Rocher. Donc, au niveau du groupe, en fait, des acquisitions, Brice a impulsé un programme d'acquisition assez dynamique depuis quelques années, puisque quelque part.
je dirais, ce monde de la beauté devient global. Nous, on était très franco-européens, il fallait sortir un petit peu de nos frontières. Et cette crise a complètement validé cette stratégie, parce que la dernière acquisition qu'on a faite il y a 2 ans, qui est une marque américaine qui s'appelle Arbonne, qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, a fait, sur 2,6 milliards, c'est a fait 20% de croissance en 2020. Malgré la crise. Mais ça veut dire que cette acquisition, elle doit être conforme à tout ce que tu viens de nous décrire depuis 20 minutes. Là, voilà. C'est ça, Donc une entreprise qui travaille dans la beauté, qui vend des produits de beauté et des compléments alimentaires à base d'ingrédients naturels. Qui doit cultiver elle-même son jardin. Qui a effectivement sur la côte ouest américaine son lieu, près de Los Angeles, à Irvine, et qui a une route to market qui explose pendant cette crise, qui est le social selling. Donc qui est un modèle qu'on a aussi chez Yves Rocher, mais dans lequel on croit. Tu peux nous dire un futur. mot de social selling Alors le social selling, on va repartir un peu en arrière. Ces business models très directs naissent souvent des crises. Dans les années 30, il y a un modèle qui est né de Tupperware, qui était ce qu'on appelait le direct selling, ou la vente directe par réunion à domicile. Et en fait, cette vente directe, elle a muté ces dernières années. Elle s'est digitalisée grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce business model du social selling, ça consiste en quoi? Ça consiste en des communautés de clientes qui sont animées par des consultantes Arbonne, Yves Rocher, qui animent leur communauté. Au lieu de les animer par des réunions à domicile, elles les animent via les grands réseaux sociaux qu'on connaît tous, à travers des lives, à travers du CRM à leur niveau. Et ça représente quoi? C'est combien de personnes? C'est quoi le CA que écoute, je vais vous donner un exemple très concret. Mon deuxième pays, c'est l'Italie, sur la marque Yves Rocher. Ouais. J'ai aujourd'hui 200 000 consultantes qui font du social selling. Ça a fait 25% de croissance cette année. Pourquoi? Parce que les gens se sont retrouvés chez eux, certains sans emploi, avec des difficultés. 200 000 consultants. Avec des 200 000 consultants, attention. Si chacune ont quoi? 10, 15 clientes? Alors c'est très variable, ça peut être 2, j'en ai 1 à 2 pour celles qui débutent, et puis il y en a certaines qui resteront à ce niveau-là, jusqu'à d'autres qui en ont plusieurs milliers, qui ont lâché leur job et qui ne font plus que ça. Et donc elles sont intéressées au chiffre d'affaires qu'elles réalisent? Elles sont commissionnées sur les ventes. Commissionnées sur les ventes. Absolument. Et ça représente quoi comme chiffre d'affaires là derrière? Écoute, à l'échelle du groupe Rocher, ça représente plus de la moitié aujourd'hui, donc 1,3 milliard. Et à l'échelle d'Yves Rocher, ça représente plus de 20%, et c'est le business en croissance. C'est incroyable ça. Mais ça, c'est une route to market qui est complètement dingue. Et ça, tu l'avais avant d'avoir. Et donc les Américains vont le renouveler. Ouais. Tu l'as fait avant ton acquisition ou bien c'est parce que t'as acquis que tu t'es dit en fait il y a un truc à regarder. On avait déjà dans 2 marques, Stanome et Yves Rocher, appartenant au groupe Rocher, on avait déjà ce business model qu'on avait analysé comme complètement pertinent et répondant aussi un peu aux tendances portées par les jeunes générations de j'ai envie d'être mon propre patron, la frontière entre vie privée, vie professionnelle, elle se floute, ce qui est complètement permis par ce type de business model. Et donc on s'est dit, il faut qu'on atteigne une taille critique. Et donc on s'est mis en recherche d'une boîte ayant la taille critique dans ce modèle-là, et ça a été l'acquisition d'Arbonne. Mais Stanome, c'est dans votre groupe? Absolument. Ah mais je ne savais pas ça. Guy, ma maman a vendu des produits Stanome. Comme quoi. Voilà, ça se vendait comme les Tupperware, tu sais, à la maison, là, dans le salon. En fait, ta mère a construit le business model. Non, mais on est un groupe de marques de proximité, donc depuis 97. D'accord. Voilà, tu vois, donc. Non, c'est génial. Et du coup, parce qu'il y a un truc qui est intéressant avec ces ambassadrices, c'est qu'en fait, ces consultantes, c'est qu'elles sont beaucoup plus légitimes que tout le business d'influenceur. Parce que l'influenceur, elle vient te dire, moi, je fais rien. Et en fait, sous le tapis, elle essaye de te vendre des trucs. Et là, t'as one, quoi. C'est la réinvention du commerce. Ce que dit Gus, c'est très juste, c'est-à-dire qu'elles commencent toutes clientes. Oui, c'est ça. Et puis certaines, elles ont envie d'aller au-delà. Elles ont aussi la bosse du commerce, parce que c'est du commerce. Et on peut appeler ça finalement, c'est du e-commerce humanisé. Parce qu'au cœur, la constante dans tous nos business models, que ce soit nos boutiques Yves Rocher, la vente par correspondance ou ce social selling, c'est la relation cliente, c'est l'humain. Alors attends, parce qu'il nous reste 4 minutes et il y a moi une question à laquelle je tiens parce que je sais qu'elle intéresse tous ceux qui sont dans des grandes entreprises, c'est l'autonomie des différentes marques. Donc en fait tu as d'une certaine manière répondu, c'est-à-dire tu es aussi directeur général adjoint du groupe, donc je pense que globalement tu mènes ta barque, mais quelle est la marge d'autonomie des autres marques du groupe ?
Alors, c'est un sujet sur lequel on est en plein avec Brice et les autres directeurs généraux adjoints du groupe, puisqu'en fait, on est un COMEX de 5 personnes. Le sujet, c'est de dire tout ce qui est relation avec le consommateur, tout ce qui est visible par le consommateur, c'est la marque. Et les marques travaillent leur singularité, leur positionnement, leur relationnel. En toute indépendance. En toute indépendance, dans néanmoins, je dirais, une logique qui est de contribuer à cette mission globale du groupe, qui est de reconnecter les hommes et les femmes avec la nature. Ok. Et que ce soit un petit bateau, un Yves Rocher, un Narbonne, chacun le fait selon sa catégorie de produits, son ADN, la valeur du etc. groupe aussi, non, c'est évident. Tout ce qui est back-office, tout ce qui est, je dirais, compétences, tout ce qui est outils, tout ça, il y a des synergies. Tout ça est mutualisé. La Ouais, R&D, voilà. ce genre de trucs-là, la R&D, etc., c'est au niveau du groupe, alors? Alors, la R&D est au niveau du groupe, de plus en plus, et notamment parce qu'on travaille énormément sur la recherche d'ingrédients qui soient à la fois naturels, respectueux de l'environnement et efficaces. Ouais. Et ça, c'est quand même des montants d'investissement importants sur lesquels il faut du C'est ça. retour d'investissement. Ouais, Après, chacun faisant sa formule à partir de ses mêmes... Et donc les notions d'engineering, etc., ça reste au niveau du groupe aussi. Absolument. C'est vraiment Ouais, tout le... absolument. Et niveau marketing, est-ce qu'il y a des synergies qui se font? Non, parce que Parce marketing... qu'en termes d'écosystème de produits dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même des marques qui peuvent faire partie d'un même écosystème et qui sont intéressantes. Alors, ça, c'est vraiment synergiser. une constante et qui remonte encore une fois, une conviction de M. Yves Rocher. Quand on pense que ces quelques convictions, la nature, le développement responsable, et puis l'autre qui est la relation directe avec le consommateur, tout ça c'est 1959, quoi. Et il a eu de cesse, et c'est furieusement moderne aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Il avait un élément consistant à dire, si vous voulez être bon en relation client, il faut que vous maîtrisiez votre distribution. Oui, non, c'est sûr. Donc chaque marque, son écosystème de distribution. C'est ça. Tu te souviens de Maison du Monde? Ouais. Maison du Monde qui était venue nous voir là et qui m'avait... Voilà, exactement. toute la logistique Maison du Monde, parce qu'ils transportent des trucs un peu compliqués. Parlons-en. Ils internalisent toute la logistique, ce qui est quand même... Enfin, tu vois, c'est pas des tubes de produits de beauté, quoi. Hein, c'est des canapés, quoi. Donc à un moment, tu te dis, waouh, les gars. Mais voilà, c'est la même conviction. Très intéressant. Et du coup, toi, ta chaîne de valeur, quand même, tu t'arrêtes à la logistique. Vous n'allez pas regarder plus loin, quand même. C'est-à-dire que tous tes produits, ton e-commerce maintenant a une importance énorme sur ton business. Est-ce que Ce sont mes sites. Ce sont mes sites. C'est ça. Oui, mais c'est pas tes transporteurs. C'est ça que tu veux dire. Oui, tu n'en es pas encore à... Pas dans tous les pays, mais en France, on a l'intégralité de la chaîne. On a l'intégralité de la chaîne. C'est notre centre logistique. On a même eu, pour la petite histoire, on a même eu dans l'histoire du groupe des filiales qui fabriquaient des enveloppes, qui faisaient de la mise sous pli. Voilà, allez. À un moment donné, il faut des détails critiques sur chacun des business. Mais c'est, tu prends vraiment quelque part, quand on dit un modèle sans intermédiaire, avec vraiment la cliente au cœur et en face à face. Ça se travaille aussi de cette manière-là, quoi. C'est quoi tu nous as dit ce qu'il y a écrit dans la consigne. Chaque cliente est une reine et doit être servie comme telle. Chaque cliente est une reine et doit être servie comme telle. Ah bah voilà, on a ce qu'il faut, quoi. Bon, bah voilà. Non, j'allais dire, il n'y a pas quelques gars quand même au milieu de ces clientes, mais on n'a plus le temps. Mais ça, c'est pas il nous reste 40 secondes, c'est pas une dimension aussi à creuser quand même? Non, on n'est pas du tout sectaire. Bien sûr qu'il y a une majorité de clientèle féminine, mais il y a aussi des garçons et de plus en plus, tu as raison. Oui, c'est ça, il y a d'autres choses à regarder là. Bon, les amis, grand plaisir. Merci Guy Flamand, merci. Donc patron de la marque Yves Rocher et directeur général adjoint du groupe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Si le temps le permet, les amis. Bonne semaine à vous. Smart Stratégie vous est présenté par Square.